N'hésitez pas à vous installer, vous avez des bons, il n'y a pas de problème. Pour cette première discussion de ces rencontres littéraires, éditoriales et cinématographiques du Grimoire, bien entendu sous le signe du fantastique, un rendez-vous désormais rituel que vous pouvez retrouver chaque année avec des auteurs de romans, des essais, on est dans la fantasy, dans la SF, dans le thriller, bref, on change de genre en permanence. Et aujourd'hui, on laisse place aux journalistes cinéma, à la critique, car encore une fois, certains d'entre eux sont parmi nous pour suivre le festival, découvrir la programmation et peut-être même décerner un prix. Et ça, c'est autre chose. On enlève le peut-être, c'est sûr. C'est ça. Et donc, voilà, ils ont eu la gentillesse d'accepter ce petit débat aujourd'hui, en ce vendredi, sur un thème évidemment très présent à Gérard Armé depuis des années, à savoir ce concept qu'on utilise parfois un peu à tort et à travers, qui est le gore. G-O-R-E. Voilà, donc on va un petit peu disserter sur le sujet avec nos trois journalistes qui sont passionnés par le genre. Tout d'abord, à l'autre bout de la table, Marc Godin. Hop là. C'est moi? Oui, c'est un effet, voilà. Marc, bonjour. Vous avez publié de nombreux ouvrages, vous pouvez notamment acquérir votre Notice Book que vous dédicacez. Vous écrivez notamment pour le magazine Technicart, un mensuel que j'aime bien, que je connais bien depuis quelques années, bref, toujours est-il. En tout cas, merci beaucoup Marc d'être à cette table. À vos côtés, Stéphanie Beltèche. Bonjour Stéphanie, vous... Certains ont droit des applaudissements, pas d'autres, c'est un scandale. Stéphanie, donc, alors vous aussi vous dédicacez votre ouvrage consacré au film de Gilles Demestre, Le Lion et le Loup, c'est ça? Tout à fait. Absolument. Et donc, puisque vous avez suivi un petit peu le tournage et tout ce qui s'est fait pour découvrir les coulisses d'un ouvrage de ce film, et plus généralement du cinéma, sur le registre du cinéma animalier, je recommande votre ouvrage absolument passionnant. Et donc, vous travaillez pour le JDD et vous suivez Gérard Armé depuis longtemps. Et enfin, à mes côtés, quelqu'un qui est-il besoin de le présenter? Non. Celui qui est une... Allez, sans vous faire injure, celui qu'on appelle le président tout simplement, à savoir Philippe Rouillet. Philippe Rouillet, bonjour. Bienvenue. Bravo à tous. Bonjour à tous. Mais encore une fois, bon, figure de la critique, notamment positive, aussi dans quelques émissions de télé, par exemple, en tout cas, bon, bref. Mais Philippe, vous êtes à la fois ici en tant que critique, à parler, journaliste, mais aussi auteur d'un livre de référence en France sur ce thème du cinéma gore. Justement, sur ce livre, il y a combien de temps? Ce livre, il date de 1998. Et voilà, et je ne suis pas ici pour vous le vendre car il est épuisé. Donc, il coûte très cher sur des sites de vente. évidemment, c'est le marketplace et tout, mais vous pouvez le trouver dans les bonnes bibliothèques. Ça s'appelle Le Cinéma Gore, une esthétique du sang. C'était donc au PUF, au CERF, aux éditions du CERF, en 1998. Qui était le premier ouvrage en France, j'allais dire un peu analytique sur le sujet. Voilà, c'est ça. Avec l'idée d'expliquer ce que c'était que le gore. D'où cette question terminologique, c'est le premier truc qu'on apprend à l'université, c'est poser le sens des mots dans cette question. Philippe Rouillet, qu'est-ce que c'est que le gore? Qu'est-ce qui signifie ce mot? Alors, le gore, au départ, c'est un mot de vieil anglais qui signifie sang putréfié, sang à la fois éclaboussé et putréfié, c'est-à-dire que ça ne suffit pas de mettre du sang partout, il faut qu'il y ait un côté un peu crade. Alors, on retrouve les occurrences chez Shakespeare. He was lying in his gore. Il était étendu dans son sang, machin, parce qu'après bien éventré, quoi. Et William a aussi nous offert quelques scènes. Quelques scènes, voilà. Et ce qui s'est passé dans l'histoire du cinéma, c'est que c'est un des rares courants qu'on peut dater. Parce que vous savez que par exemple, la Nouvelle Vague, on a appelé la Nouvelle Vague après coup. Truffaut, Godard, Chabrol, ils n'ont pas dit « Bon, ben, c'est nous les petits gars, on va faire la Nouvelle Vague ». Ils se sont dit « On va faire des films et tout ça ». Et après, il y a François Giroud qui a été exégète et qui a dit « On assiste littéralement à une nouvelle vague ». Et l'appellation est restée. Avec le gore, c'est différent. C'est-à-dire que le pape du gore, le papa du cinéma gore, c'est Herschel Gordon Lewis, parce qu'avec son producteur David Friedman, c'est important de dire qu'il avait un producteur qu'il a gobiné. Il y a un jour, ils se sont dit « On va faire des films, on va dire que c'est du gore ». Parce qu'en fait, c'est une équipe qui faisait, à la fin des années 50, des films de nudisme. Les films de nudisme, c'est des films avec des filles déshabillées. Alors vous avez le choix, c'est soit des films de striptease, soit des films dans les camps nudistes, mais avec toujours des pots de fleurs au bon endroit. Parce que nudité, oui, mais pas totale, on est à la fin des années 50. Et ça s'explique, Philippe, pour des raisons économiques, parce que c'était des films qui coûtaient rien du tout, et qui pouvaient rapporter beaucoup. Exactement. Et voilà. Et ce qui s'est
passé, c'est qu'au début des années 60, les productions hollywoodiennes traditionnelles se mettent de plus en plus à montrer ici un sein, ici une fesse, et ils perdent leur fonds de commerce. Et la question est, comment on fait? On n'a pas de talent et on n'a pas d'argent. Comment on peut faire des films qui vont intéresser les gens? Et ils se sont dit, la seule chose, c'est de continuer à faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire on va filmer ce que les autres ne filment pas. Et comme ça, nous, c'est une spécificité. On va aller le voir parce qu'il n'y a que nous qui le faisons. Et donc, on va faire du gore, c'est-à-dire qu'on va montrer les gens mourir de manière terrible. Habituellement, les gens étaient étranglés, ils avaient un coup de couteau, hop, un petit truc de rouge, une balle, on n'en parlait plus. Là, on va insister. Et du coup, en 1963, parce que... Voilà, ça, c'est le livre de notre ami Marc. Il faut mettre devant lui aussi, puisque Marc... J'avais vu. Et donc voilà, ils se sont dit on va faire ça. Et leur premier film, c'est Blood Feast. Et ce qui est intéressant, ce que j'explique dans le livre, c'est que David Friedman a été très impressionné l'année d'avant par une représentation du Grand Guignol à Paris. Vous savez, le théâtre de Grand Guignol, qui était un théâtre avec des effets sanglants. Et la filiation entre le cinéma gore et le théâtre de Grand Guignol est assurée par le producteur de Blood Feast. C'est-à-dire que ce n'est pas une exégèse d'historiens de cinéma qui disent c'est sans doute que on l'a vu, ça nous a plu, on va adapter ça au cinéma. Et ce qui est très marrant, c'est que 63, c'est l'année où le théâtre de Grand Guignol de la rue Chaptal à Paris ferme. Donc il y a une espèce de symbolique magnifique. Alors, Philippe Rouillet, vous avez évoqué ce rapport au théâtre, au Grand Guignol. Fondamentalement, qu'est-ce qui différencie ce qu'on appelait en France le Grand Guignol et dans les pays anglo-saxons le gore, au tout départ? Le Grand Guignol, c'était vraiment l'idée de partir de Guignol et de faire un Guignol pour adultes, qui serait un grand Guignol. Stéphanie a envie. C'est déjà au 19e siècle aussi. Et c'est surtout des spectacles macabres où les effets sont grandiloquents, en fait. C'est ça le Grand Guignol, pour moi en tout cas. Avec cette idée qu'un spectacle de Grand Guignol contenait des pièces sanglantes et des pièces de vaudeville pure. C'est-à-dire qu'il y avait l'alternance dans une même soirée, c'était des pièces très courtes, où vous aviez de l'amusement et puis de l'effroi, mais qui était censé être de l'amusement. Et c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que c'était avec des effets grandiloquents, d'autant plus grandiloquents qu'il fallait voir, je veux dire, le cinéma, dans le gore, on a le gros plan. Et quand vous regardez Blood Feast, ils font une utilisation du gros plan. On que c'est le vrai premier film gore. Énorme. Voilà. Ils disent on fait ça. Voilà. Même s'il y a des traces de gore avant. C'est-à-dire que l'œil, vous avez tous vu L'œil coupé dans Michel Andalou, 1927, la lame de rasoir qui coupe l'œil. Voilà. Mais au moment où on dit on va faire un film avec du gore, où vraiment le but du film c'est le gore, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une scène, c'est que c'est plusieurs scènes, voilà. Et c'est ça la différence. Mais en fait, quand on regarde et qu'on compare avec le Grand Guignol, on s'aperçoit qu'il y a quand même des tas de séquences qui sont entre les moments. C'est un peu comme un film porno, si vous voulez. Dans un film porno à l'ancienne, il y avait une scène de cul toutes les 10 minutes, et entre-temps, c'est passez-moi le sel. C'était un peu ça. C'est-à-dire qu'entre les deux scènes de gore, il fallait avoir une vague enquête policière, jouée de manière très improbable par des acteurs qui avaient oublié d'être acteurs. Et aux États-Unis, avant le Code Hays, il y avait aussi quelques tentatives dans les années 10-20 où on voyait des scènes de violence en gros plan, ce qui était à l'époque une grande transgression. Il y en a très peu. Très peu, mais... Il y en a chez Griffith, il y en a par exemple dans Intolérance. Il y a des décapitations, si je me souviens bien. Oui, mais voilà, décapitation dans Intolérance. Mais déjà à l'époque, c'était quand même assez osé. Et y compris, je me souviens, en France aussi, il y a eu quelques expérimentations, entre guillemets, dans le genre, des films sur la Révolution française, où ils faisaient des coups de guillotine. Oui, mais si tu veux, très souvent, par exemple, il y a beaucoup de scènes de tête coupée chez Méliès, mais c'est pas gore, parce que la tête est coupée, mais on voit pas de sang, on voit pas de morceaux, de tripes qui sortent du corps. C'est très propre finalement, c'est très clean. Oui, parce que le gore, en fait, le gore devient le principe narratif du film. On a plein d'exemples. Là, tu parlais d'Intolérance, Un chien andalou, où il y avait quelques scènes un petit peu troublantes, alors que chez Herschel Gordon Lewis, c'est toutes les 10 minutes, et je trouve que ce que tu dis sur le porno, c'est exactement ça. Toutes les 10 minutes, il y a une scène la plus
terrifiante, épouvantable possible, qui est bricolée avec, comme au théâtre du Grand Guignol, parce que là c'était sur scène, on voyait une main amputée avec un tuyau d'hémoglobine qui sortait, c'est exactement ça. Pendant 1h30 ou 1h20, on essaie d'en faire voir un maximum toutes les 10 minutes pour... Et puis ce qu'on n'a pas dit encore aussi, c'est vraiment du cinéma d'exploitation, c'est vraiment de la série Z, des acteurs improbables, une mise en scène... improbable aussi, la musique c'est de leur bon tant pis, enfin c'est pas de la qualité, hein. Et c'est pas du tout destiné à un grand public, c'est pour les gens qui vont dans les drive-in, hein. C'est pas dans toutes les États-Unis, c'est quelques salles. Et c'est Herschel Gordon Lewis, je pense, dès le premier film, il met sur le poster, sur l'affiche, il met le mot gore. C'est vraiment l'inventeur. C'est une décision, et c'est pour ça que c'est très rare dans l'histoire du cinéma. Il y a très peu de gens qui disent on va faire du néoréalisme italien, on va faire ceci, cela. C'est très très rare. Là, c'est vraiment et c'est marrant parce que c'est une décision commerciale. C'est du pur marketing. C'est du pur marketing, et ce qui est beau dans l'histoire du gore, c'est que le marketing est récupéré par l'art. Et très vite, hein, 69. La nuit des morts vivants, le film rentre, enfin c'est 68, le film rentre au musée d'art moderne, dès 69. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est une consécration. Entre-temps, Herschel Gordon Lewis aura fait Color Me Red, Blood Red, il aura fait 2000 maniaques. Qu'est-ce qui est mieux qu'un maniaque? 2000 maniaques, voilà. C'est ça. Je vais me tourner vers vous, Marc, parce que aussi vous avez œuvré sur le sujet, avec notamment, c'est ça la différence concernant l'ouvrage avec Philippe, notamment sur un gros travail iconographique, évidemment, de recherche dans cet album de référence lui aussi. Et lui aussi épuisé. Oui, lui aussi, voilà. Donc là aussi, chercher peut-être sur certains sites en vente en ligne bien connus d'occasion. Bon, justement, Marc, est-ce que le gore a été au départ exclusivement anglo-saxon ou il s'est très vite exporté du côté de certaines cinématographies? J'ai l'impression dans les années 60 c'est purement américain. Après on est avec Romero en 68, comme tu disais, La Nuit des Morts Vivants. Et puis ce qui se passe c'est que les années 70, tout le cinéma d'exploitation italien, les Lucio Fulci, enfin bon, toute la grosse vague italienne, et ça va après comme une épidémie aller dans tous les pays, notamment l'Amérique qu'est-ce que je dis, l'Asie du Sud-Est. Mais aux années 70, c'est vraiment les États-Unis et l'Italie. Mais justement, on va dire, les 50, années 60, est-ce qu'il y a de véritables chefs-d'œuvre du gore, ou est-ce qu'on dans une production, on va dire, artistiquement, forcément extraordinaire? Mais non, mais déjà avant 63, il n'y en a pas, Baptiste, hein, on est d'accord, c'est 63, c'est la date. C'est la date, 63. Avant, il y a des films avec du gore, mais c'est pas des films gore, donc il ne peut pas y avoir de chef-d'œuvre. On date 63. On date 63, et je pense qu'on sera tous d'accord ici à cette table pour dire que le premier chef-d'œuvre, c'est La Nuit des Morts Vivants, 68. Voilà. Mais qui est lui aussi fait dans des conditions. Ce qui est très amusant, c'est que quand on regarde le générique de Blood Feast, on s'aperçoit qu'entre le réalisateur et le producteur, ils font tout. Ils font la photo, le montage, la musique, les effets spéciaux. Et Herschel Gordon Lewis, que j'ai eu la chance de rencontrer, était très fier d'avoir inventé une recette de faux sang qui puisse être lavable en machine. Parce que la production est très fauchée et il ne pouvait pas se permettre à chaque effet spécial de foutre en l'air une chemise. Il fallait quand même qu'il y ait des bonnes âmes pour pouvoir les nettoyer, pour pouvoir faire d'autres prises. On ne faisait pas plusieurs prises, mais pour continuer l'histoire, les personnages ne changeaient pas. Donc voilà, il était très content d'avoir mis au point ce faux sang qui visuellement était beau. Et après, pour les boyaux et tout ça, c'était un mélange de peau de poulet, de cire, de mou pour les chats, donc du poumon, hein, et des abats et c'est marrant parce que le film de Romero qui est fait, c'est une sorte de crowdfunding avant l'heure. On ramasse de l'argent autour de soi et parmi les contributeurs il y a un boucher et on lui dit toi tu vas pouvoir nous apporter et il apporte des abats, il apporte de la barbade, comme c'est en plus en noir et blanc. C'est assez extraordinaire, mais avec tous les problèmes que ça a, c'est comment on va garder ça sur les projecteurs, parce que c'est une infection. Il y a les chats du voisinage qui rappliquent, ce qui était déjà le cas au théâtre du Grand Guignol de la rue Chaptal. Quand ils avaient utilisé du loup, il y a un chat qui se baladait sur la scène pour essayer de lécher les blessures des cadavres pour se régaler. Ça casse un peu l'ambiance grandiloquente. Toujours se méfier des chats, vous avez raison, Philippe Fouillet. Stéphanie, vous avez évoqué le Codex à l'instant, justement, dans ces prémices, jusqu'à la nuit des morts vivants, quels ont été les déboires, s'il y en a eu, entre, disons, la censure et la production de ce cinéma gore?
il n'y a pas eu tellement de tentatives. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que si ça apparaît en 63, c'est au moment où le Codex se casse la gueule. Le Codex est vraiment fini en 66, et à partir de 63, il y a des pièces qui commencent à tomber, et en fait, la censure n'est que locale. Il y a des censures locales, c'est-à-dire qu'il y a des États des États-Unis où le film ne peut pas passer. Ouais, après, il y a des œuvres qui se sont fait censurer par la suite. Je pense à Cannibal Holocaust 1980, non mais qui a quand même été interdit dans plusieurs pays. Mais pour une autre raison. Et Deodato a été en justice puisque accusé que ses acteurs aient été réellement mangés. Il a dû il a dû faire venir des acteurs. Il a dû apporter la preuve qu'ils étaient toujours vivants, mais par contre, il a quand même été incriminé pour les animaux qui avaient été tués pendant la projection. Alors, il faut se remettre dans le contexte. The Cannibal Holocaust, c'est 79. Beaucoup de temps a passé, et on est dans cette fin des années 70, dans ce mouvement qu'on a appelé le film de cannibale italien. Donc c'est des films italiens, très spécialisés avec cannibales. Vous pouvez probablement trouver. Ils sont des choses extraordinairement racistes. On fait des voyages au fin fond de l'Amazonie, on découvre des peuplades qui ont des mœurs sexuelles et alimentaires très curieuses, parce que bon, vous comprenez, c'est des indigènes, quoi. Et il y a un peu ça, et donc on reconstitue ça, mais en même temps, il y a des vrais sacrifices d'animaux. Il y a notamment une tortue qui est dépecée dans Cannibal Holocaust. Et alors, à l'époque, on n'avait pas toutes ces ligues qui faisaient très attention au bien-être animal sur les tournages. Donc, résultat, c'était un peu n'importe quoi. Et quand on a vu le film, les gens se sont dit que c'était vraiment trop n'importe quoi. C'est-à-dire que torturer un animal à l'écran pour les besoins d'un film, c'est pas possible. Ça passe pas. Donc, à ce moment-là, il y a réellement eu un procès. Et la seule défense de Deodato, c'était de dire oui, mais la tortue, on l'a mangée. Oui, on fait d'accord. Marc. Oui, pour la réponse par rapport aux films d'Herschel Gordon Lewis qui sont passés à travers les mailles du filet dans les années 60, ce sont des films de drive-in, donc c'est pas la même législation, ils sortent pas dans tous les États, ils sortent surtout dans le sud des États-Unis, donc c'est pour ça qu'ils pouvaient faire voir tout ce qu'il a fait voir. Alors justement, on parlait, ça peut être État par État aux États-Unis ou dans le monde entier, a-t-on des exemples de films gore avec différentes versions d'un pays à un autre, avec des plans qui sont supprimés, d'autres qui sont présents, tout le cinéma, alors tout le cinéma d'exploitation des années 70, français, américain, italien, c'est ça. Quelques exemples. Et alors, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, qui est quand même le pays des droits de l'homme et tout ça, il y a quand même eu une censure très, très dure jusqu'à l'arrivée de Jack Lang au ministère de la Culture au début des années 80. Et l'exemple type, c'est Massacre à la tronçonneuse qui était interdit, et Zombie, le film de Romero que vous connaissez tous, qui était coupé, ainsi que le film de Fulci, L'Enfer des zombies. Et donc, les films sont sortis interdits aux moins de 18 ans, mais à condition de l'amputer de certaines séquences. Donc, ces copies circulent toujours. La censure à l'époque, on n'a pas idée, mais le premier Mad Max, il est interdit pendant des années, et quand il arrive en France, il y a des scènes coupées aussi. La violence à l'écran, ça passe pas du tout en France. Et ça commence à aller un petit peu mieux au niveau 80 exactement. Ouais. Justement, on parle de la France, Marc. Quel est le premier film gore français? J'ai l'impression qu'on parle de peut-être Baby Blood de Roback. Je pense qu'on peut remonter un peu avant. Tu l'as Franju? Il y a quand même. Alors Franju non, parce qu'il y a une séquence, mais il y a quand même des choses chez Jean Rollin, par exemple, dans les raisins de. Des coups de fou. Les raisins, non, pas les raisins de la colère. Les raisins de la mort. Dans les raisins de la mort, je pense qu'on peut assimiler, voilà. Et les années 80, c'est déjà presque un revival, et Alain Roback fait Baby Blood, qui est effectivement Baby Blood, ça doit être 80. Non, plus tard que ça. Caroline, Baby Blood, c'est 88. C'est 88. Mais très bons effets spéciaux. Par exemple, moi j'ai un petit souvenir. Est-ce que d'une certaine manière, dans certains autres films, parce que en tant que genre, on ne trouvait pas forcément, mais on trouvait des films avec du gore. Je pense au Prédateur de la nuit de James Franco. Je pensais par exemple à Brigade des mœurs de Max Pécasse, qui est un polar très gore. Voilà. Non, mais on trouvait déjà du gore. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que une fois que les lions sont lâchés, si vous voulez, et c'est ça qui est la spécificité du gore. C'est la théorie de mon livre.
C'est-à-dire comment un sous-genre de l'horreur a fini par contaminer l'ensemble du cinéma. Et ça vient évidemment, ça commence également aux États-Unis. C'est-à-dire que Dick Smith, le grand maquilleur Dick Smith, quand il fait L'Exorciste, il fait du gore. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que Scorsese va faire appel à lui pour Taxi Driver. La dernière séquence de Taxi Driver, c'est incroyablement gore. Vous savez, quand il arrive pour tuer les proxénètes qui ont... je veux dire, il tire, par exemple, on voit les doigts dans des proxénètes, il leur tire les doigts qui sautent. Hein. Mais après, bon voilà, ça fait partie cette tendance qu'il y avait, et de même dans les années 60, si on va entre Herschel Gordon Lewis et Romero, il y a par exemple Arthur Penn et Bonnie and Clyde. Dans Bonnie and Clyde, à la fin, vous avez ce fameux massacre de Bonnie and Clyde, et vous avez ce plan que aujourd'hui, grâce au DVD ou au Blu-ray, on peut isoler ça. Faites très attention, vous verrez, il y a un bout de cervelle de Warren Beatty qui gicle de sa tête. Et en fait, c'est très important parce que ce bout de cervelle renvoie au film Zapruder. Zapruder, vous savez, c'est le film de Zapruder qui était ce commerçant fourreur de Dallas qui avait juste une caméra en 63 et qui s'est dit « je vais l'essayer car mon président vient dans ma ville ». Et il essaye sa caméra et devant sa caméra, Kennedy se fait assassiner. Inutile de vous dire que le film a été saisi par les services secrets, avec cette idée que peut-être la vérité de la mort de Kennedy serait dans ces images, dans ce documentaire. Et en tout cas, après, on a vu les photogrammes du film, et on voit clairement la cervelle, et là, c'est pas un effet spécial, c'est la réalité. On voit un bout de la cervelle de Kennedy qui saute. Et l'idée d'Arthur Penn était de retrouver ça, avec cette idée qu'une fois qu'on a vu Kennedy, une fois qu'on a vu le Vietnam, parce qu'il faut pas oublier ça, hein, la fin des années 60, c'est le moment de la guerre du Vietnam, qui est la seule guerre en direct à la télévision, avec des opérations militaires coordonnées pour être en direct au JT. Inutile de vous dire qu'aucun gouvernement après n'a refait ça. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ça devait être la victoire en chantant, et ça a été abominable. Les gens, évidemment, ça leur coupait l'appétit. Ils ont vu leurs braves petites GI qui terrorisaient les populations locales. C'était une guerre comme toute guerre, c'est une guerre atroce. Et donc, évidemment, toutes les guerres suivantes ont été filtrées. On ne vous a plus montré aux actualités que les images qu'on voulait bien vous montrer. En tout cas, l'intensité des images fait que le cinéma devait être à la hauteur de ça. Et c'était plus le gore à la rigolade, comme chez Herschel Gordon Lewis, ça devenait très sérieux. Et c'est ça aussi, pourquoi La Nuit des Morts Vivants est si bonne, c'est parce que c'est un film sérieux. Et un film politique par ailleurs, sur lequel on a bien glosé. Je pensais aussi dans le mélange des genres, à la Horde Sauvage, ça ne pétille pas, avec son final, qui est atroce et qui à l'époque était un véritable scandale. Preuve que le gore pouvait aussi contaminer d'autres genres, j'expresse le western. Et après, ça a été, et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, le gore, je me souviens qu'au moment où j'ai écrit mon livre, je parlais par exemple de Germinal, l'adaptation de Zola par Claude Berry, 800 000 scolaires, et il y a quand même le plan où la nénette prend les parties génitales de l'épicier, qui était un épicier harceleur et violeur, et que donc les femmes se décident à tuer, et voilà, et sur son cadavre, on sépare les organes génitaux, on les brandit devant 800 000 scolaires, personne n'a moufté. Je veux dire, les visiteurs, il y a quand même le film de Jean-Marie Poiret, eh ben oui, on peut en parler à Gérard May, c'est assez formidable, parce qu'au début, il y a quand même ce plan assez extraordinaire de l'arbalète qui zigouille le roi, et on voit une espèce de geyser qui sort de sa colonne vertébrale. Une fois qu'il est décapité, c'est vraiment un effet gore. Et personne ne s'en offusque. C'est ça qui est extraordinaire, c'est le triomphe du gore. Oui, c'est maintenant à la télé aussi, une série comme, comment ça s'appelle, Les Morts Vivants, là, Walking Dead. Toutes les 10 minutes, il y a une espèce de scène qui aurait fait frémir Herschel Gordon Lewis dans les années 60, parce que c'est aussi une frontière. Le gore des années 60, on ne peut pas du tout le comparer à je sais pas, Project Wolf Hunting qui va passer ce soir. C'est ce soir, ou The Sadness. C'est une constante évolution, quoi. Voilà. Alors justement, vous avez évoqué à l'instant, Marc Godin, la question du petit écran. Il faut quand même revenir sur cette date essentielle, la démocratisation d'un certain type de cinéma grâce à la vidéo, grâce à la VHS, etc., qui a permis à un large public, notamment un public d'adolescents, de se passionner pour ce genre avec ce petit frisson qui était celui de découvrir des films gore tranquillement à la maison. Mais en même temps, il faut se rappeler que c'était l'époque de la VHS et que donc on a donc vu
on a vu Massacre à la tronçonneuse en VHS avant de le voir en salle, parce que la législation, dès qu'il était interdit en salle, et donc René Château, qui n'est jamais à l'abri d'une bonne affaire commerciale, avait lancé la collection Les films que vous ne verrez jamais. Déjà, là, À la télé. Mais bon, il se trompait bien, parce qu'on les a tous vus à la télé entre-temps. Mais donc, il y avait l'idée, mais les cassettes étaient très très chères. Et, alors évidemment, ça ne vous dira rien pour vous, elles étaient à 1000 francs. Donc, 1000 francs, c'était... 1000... c'était très très cher. Et donc, du coup, les gens se cotisaient. 1000, c'était... Si on traduisait en francs aujourd'hui, en euros, ce serait 150 €. Mais je pense que ce serait plutôt beaucoup plus cher, ce serait plutôt 500 €. C'est-à-dire que c'était des sommes folles. Et donc, je sais qu'on faisait des amicales de gens qui mettaient chacun au pot pour qu'on puisse acheter. Sinon, on pouvait la louer. Hein. Mais Philippe Rouillet, encore une fois, on peut évoquer Maniac de diagnostic qui a été aussi un peu de ça. Donc, quelles ont été justement dans cette période vraiment des vidéoclubs, les œuvres étendards du genre, juste pour les éléments en ton mémoire? Bah, il y a La Nuit des Morts Vivants et la trilogie, et avec Zombie. Il y a les films de Lucio Fulci, L'Enfer des zombies, La Peur et La Maison près du cimetière. Il y a Maniac de Bill Lustig qui est vraiment un sommet parce que c'est des films très bien faits. C'est-à-dire qu'on est très loin d'Herschel Gordon Lewis. Maniac est un vrai film à la fois de suspense et un vrai film poisseux. Le type, il assassine les filles, il les scalpe et il les met sur des mannequins en plastique qu'il a chez lui, qu'il met dans son lit. Et il couche avec ces mannequins en plastique. Waouh, c'est quand même hyper chaud, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est pas simplement un type qui zigouille des gens, c'est aussi quelqu'un qui a une sexualité hyper déviante. Et nous, spectateurs, on est voyeurs de ça. Donc c'est extrêmement lourd, extrêmement malaisant. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'orée des années 80, il y a toute une vague parodique qui vient. Ça commence avec Evil Dead, qui est un autre grand succès de vidéoclub. Et puis il y aura Peter Jackson, et jusqu'à son Branded, qui est le dernier festival d'Avoriaz. Vous savez que Branded ne devait pas être sélectionné à Avoriaz, parce que Avoriaz disait ça suffit le sang dans la neige. Et voilà, ils ont fini par le prendre, et le film a eu tous les prix. Le prix des effets spéciaux, le grand prix, le prix de la critique, le prix du jury jeune, le prix du public. Tout le monde a adoré Branded. Voilà. Et l'autre référence à ne pas oublier, c'est Dario Argento, bien sûr. Les films de Dario Argento, qui étaient des giallo, une sorte de film policier sur lequel on reviendra une autre année. D'une couleur bien particulière. Voilà. Et voilà. Et donc, Ténèbres, Profondo Rosso, Suspiria sont d'énormes succès de vidéoclub. Et si vous allez voir les réalisateurs, les Sébastien Marnier, les Alexandre Aja, il y en a des tas qui vont venir là à Gérardmer pour les 30 ans, vous pouvez aller discuter avec eux, tous ont des souvenirs émus de vidéoclub. Alors justement, ces souvenirs, c'est aussi une affaire de subjectivité. Stéphanie Belkacem, votre premier souvenir de film gore, c'est encore une fois, c'est aussi une question. Quel a été notre premier abord avec ce genre? Spontanément. C'était Cannibal Holocaust me concernant, ça a été un choc. Un traumatisme. Oui, non mais vraiment. Et vu où comment? En cassette, effectivement. Donc la version tronquée. Ah bah, je ne sais pas quelle version j'ai vue, sans doute trop jeune, puisque je devais avoir 12 ou 13 ans. Parce qu'un exemple très intéressant, c'est que quand j'ai fait mon livre, moi sur le gore, il s'agissait vraiment de détailler les scènes, donc d'avoir accès au film, pas sur les souvenirs. Réunir le corpus m'a demandé 1 an. Aujourd'hui, vous allez sur un site en ligne et vous commandez tout ce que vous voulez. Mais par exemple, pour avoir La Dernière Maison sur la gauche, le premier film de Wes Craven, et la version uncut de Cannibal Holocaust, c'est par un ami d'amis qui me l'a fait venir par un routier. Il l'a fait venir en Hollande, contrebande, dans sa soute. C'est-à-dire qu'il y avait un marché noir. Contrebande, vous êtes sûr que c'était ça? Ouais. Il n'y avait pas que ça, d'accord, je ne veux pas savoir. Merci Baptiste. Merci Baptiste. Mais Stéphanie, justement, je sais de psychologie, spontanément. Qu'est-ce qui fait que on a une fascination pour le gore? Qu'est-ce qui fait que on est nombreux à avoir ce rapport bien particulier, à vouloir voir ce genre de film? Qu'est-ce qui est potentiellement intéressant d'un point de vue psychanalytique? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il y a 2 versants du gore. Il y a celui qui est parodique, drôle, et celui qui inspire le dégoût, où là on a l'impression d'être dans une transgression absolue. Et je trouve que récemment aussi, on en parlait, il y a un sous-genre de ce sous-genre qui s'est développé, c'est le torture porn.
où là, effectivement, il y a des films très sérieux comme Hostel et sa suite ou Serbian Film qui montrent des actes de torture en gros plan avec effectivement des mutilations, des mises à mort. Donc là, c'est très sérieux, on ne rigole plus du tout. Et d'ailleurs, c'était à Gérardmer et il y a eu des évanouissements pendant la projection. Ça a participé à la légende de Gérardmer. En effet. Mais vous évoquez justement cette question des genres variés, parce que est-ce qu'il n'y a pas des gores au lieu d'un gore? Par exemple, on évoquait le côté un peu humoristique avec les films de Peter Jackson, le côté un peu texabré de Sam Raimi. Justement, qu'est-ce qui caractérise particulièrement ce genre qui est vraiment, enfin, c'est vraiment développé dans les années 80-90 avec ces cinéastes et d'autres? Qu'est-ce qui fait que le lien entre comique et gore, ça fait une alchimie intéressante? Marc? Il y avait déjà ce côté comique. Chez Lewis, oui, chez Lewis, ça commence comme ça. Il y avait des spectacles comiques aussi au Grand Guignol. Et puis, c'est un truc qui est tellement extrême qu'au bout d'un moment, quand tu vois Branded, il y a quelqu'un qui passe une tondeuse à gazon. Absolument. Il tue les gens à la tondeuse à gazon, tu peux que te marrer. L'idée, c'est aussi essayer d'exorciser un petit peu sa peur de la mort, et puis comment on fait, en rigolant. Et c'est pour ça aussi, je pense que les ados adorent ce genre-là, parce que c'est quelque chose qui est très primal. On a des bas instincts, et puis on les nourrit comme ça avec ce genre de film. Alors, en fait, on pourrait même dire que ceux qui ont fait du gore sérieux ont dû presque se battre pour que ça reste sérieux, parce qu'ils avaient, c'est le cas de Romero quand il fait La Nuit Morbihan, où il y a évidemment une dimension politique. Et c'est marrant parce qu'il a fait un film de zombies tous les 10 ans, et chaque décennie, c'est un portrait de l'Amérique, c'est l'Amérique réganienne, c'est l'Amérique de la société de consommation dans Zombies, etc. Bon, je ne vais pas vous refaire un cours. Mais aussi c'est Cronenberg, par exemple. Cronenberg, qui est un grand apôtre du gore, dans les années 70 et 80, et bien tout d'un coup, c'est pour explorer le corps humain. Qu'est-ce qui se passe si vos organes prennent le pouvoir et disent ça suffit, c'est plus le cerveau qui va nous décider. Tout d'un coup, un bras décide qu'il va imposer sa loi, un abdomen s'ouvre. Dans Chromosome 3. Voilà, c'est Chromosome 3, c'est Vidéodrome, c'est Rage, où tout d'un coup vous avez un dard qui pousse sous les selles et qui va enrager les gens qui le piquent. Donc là, c'est tout d'un coup très sérieux parce qu'on va explorer les relations du corps et de l'esprit. Mais très souvent, il y a quand même cette idée qu'il s'agit, c'est exactement ce que dit Marc, on est face à une énormité de la vie, de la mort, et on va essayer de la domestiquer. Et il y a un côté festif chez Herschel Gordon Lewis, il y a presque un côté amateurisme et tout ça. Et si on ne veille pas à mettre un discours existentiel, politique, sur le bien et le mal, et là, le gore, la vraie tendance du gore, est d'être distancié. Après, ce qui est arrivé dans les années 80, c'est qu'on a carrément été jusqu'à la parodie. C'est-à-dire que, et c'est toujours ce qui arrive avec les gens, qu'on donne dans la surenchère. C'est ce qui est arrivé avec le film d'horreur, par exemple dans les années 40 à Hollywood, où tout d'un coup, à force de dire on va faire encore plus fort, donc Frankenstein va rencontrer le loup-garou dans le même film, et puis il y aura aussi Dracula, et il y a un moment où ça n'a plus aucun sens. Et ça devient la mort du genre. Et ce qui est très intéressant, c'est que Branded, ça a été la mort du genre. Le genre disparaît. Le genre a disparu parce que devant une surenchère, et ce qui est intéressant, c'est que le genre revient aujourd'hui. Alors justement, est-ce que vous avez l'impression que, allez, on va dire des années 90 jusqu'à une partie des années 2000, le genre était quand même tombé un peu, on va dire, allez, je dis avec des guillemets, en désuétude, et quels autres sous-genres proches de l'horreur ont pris un peu le pouvoir? Le torture porn, justement. Il y a eu un petit peu de slasher. C'était début des années 2000. Là, il y a eu Scream, d'abord, qui a quand même une scène hyper gore d'ouverture, quand elle n'a pas été tronquée. La scène où Drew Barrymore se fait quand même éventrer et les intestins se déroulent jusque sur la pelouse. Et après, effectivement, on a vu arriver les Eli Roth et tous ceux, les Saw aussi, évidemment. Saw qui culmine dans Saw 3 avec carrément une scène de chirurgie qui était véridique. En fait, le réalisateur avait expliqué qu'en fait, il avait filmé en partie une chirurgie du cerveau. Donc là, il y a vraiment la frontière entre le documentaire et la fiction qui s'est brouillée, quoi. Alors, je voulais juste intervenir par rapport à ça, parce que moi, cette année, j'ai vu un des films les plus importants que j'ai vu, qui m'a le plus troublé. C'est pas du tout un film gore, c'est Deo Mani Corporis Fabrica, vous avez peut-être vu. Et alors là, donc avec des caméras endoscopiques, deux réalisateurs ont filmé des opérations. Et on est
Moi j'ai été émerveillé, j'ai trouvé que c'était comme de 2001 de Kubrick, mais surtout, on n'a plus du tout cet aspect gore. On ouvre un ventre, on ouvre une tête, mais comme on n'est pas dans la fiction, il n'y a pas du tout cet effet gore, l'esthétique du sang dont tu parlais. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est absolument extraordinaire. C'est très très important de dire ça, c'est-à-dire que le gore, c'est le faux. Le gore, c'est le faux, et donc c'est la reconstitution. Si vous filmez un film médical, c'est pas gore, c'est du vrai sang, c'est des vrais intestins, donc c'est pas du tout la même chose. Et le pacte avec le spectateur n'est pas le même. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a vu des grands spécialistes du cinéma d'horreur qui étaient très mal à l'aise avec ce film-là, parce que ça relève d'autre chose. Quand on est dans la fiction, on sait qu'on peut aller très très loin, parce que même Cannibal Holocaust, vous imaginez pas, vous n'avez pas vu un Cannibal Holocaust, mais vous l'avez tous vu. Bon ben voilà, on éventre une femme enceinte. Bon, c'est inouï, mais on sait que c'est du faux, que c'est donc ça passe pas du tout de la même manière. Oui, il y a toujours un pacte avec le spectateur. Et j'en parlais avec plusieurs metteurs en scène, mais ils me disent tous que l'effet gore, c'est aussi un effet qui est fait sur le plateau. L'effet numérique, le son numérique, ça marche beaucoup moins bien pour eux. Il faut qu'il y ait cette distance. Là, j'en parlais avec Ty West, le mec qui a fait X. Pour lui, ça devait se faire sur le plateau avec du faux sang, etc. Parce que il y a un pacte, on sait qu'on est au cinéma, on sait que c'est du grand guignol, on sait que c'est un jeu. Et à la fin, on sait bien qu'il n'y a personne qui est mort. Et surtout, le numérique est trop lisse. C'est très difficile de faire du numérique craspé, en fait, parce qu'il y a quelque chose dans l'image numérique qui manque de matérialité. Aujourd'hui, on fait de mieux en mieux, mais quand même. Et on voit, par exemple, un film comme La mort vous va si bien de Bob Zemeckis, où il y a des trous, on fait des trous dans les gens, mais c'est très propre. C'est pas du tout gore, alors qu'à la même époque, Stuart Gordon fait Fortress, où il y a également des plans comme ça, et là on voit bien les petits morceaux de barbac qui se baladent dans le trou, quoi, enfin autour du trou. C'est crade, c'est pas terrifiant en fait, le gore, c'est dégoûtant. Et voilà. Et donc entre les deux, pour répondre à ta question, Baptiste, il y a eu le slasher au départ, hein, qui était un petit enfant du gore. Il y a eu les films de found footage qui sortaient de Cannibal Holocaust, mais qui ont été réinventés avec Paranormal Activity et tout ça, et le projet Blair Witch. Et puis après, il y a eu le torture porn. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tout ça rigolait un peu autour du gore, mais ne le reprenez pas vraiment à son compte. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis 2 ans, ça revient. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que on a parlé dans cette table ronde, il y a 3 films qui sortent sur les écrans, qui sont Sadness, qui était au cinéma l'an dernier, qui était à Gérardmer. Il y a Terrifier 2, qui est en ce moment en salle. Il y a projet Wolfenting. Et on a avec nous... Ne le ratez pas, ne le ratez pas. Et on a avec nous, dans la salle, le distributeur du film, de ces 3 films, c'est Victor Lamoussière. On peut l'applaudir. C'est une chance de l'avoir parmi nous, en tout cas, pour pouvoir témoigner, justement, et savoir, aujourd'hui, comment, quand on est distributeur, on conceptualise l'idée de lancer un film ouvertement gore. Voilà, comment on envisage une sortie de ce genre un peu particulier? Alors, déjà, bonjour à tous. Je sors du train là, il y a 10 minutes, donc merci de m'accueillir. Merci d'être là aussi vite. Merci. Donc oui, on a effectivement sorti The Sadness, Terrifier 2, on va sortir le 15 février prochain projet Wolfenting. Pour retracer l'histoire de façon très courte, moi j'ai eu la chance de découvrir The Sadness au PIF en décembre 2021. Je me suis pris une claque monumentale de cinéma, enfin un déchaînement de violence et en même temps quelque chose d'intelligent, un premier film. Enfin, je suis sorti tremblant et je me suis dit, ce film-là ne peut pas atterrir en plateforme là tout de suite. C'est un film, il faut vivre cette expérience en salle. Et en fait, c'est ça qui a été déterminant. C'est l'expérience de cinéma. C'est qu'on pense... Parce que ESC, il faut repréciser que vous êtes avant tout un éditeur vidéo au départ. À la base, on est vraiment un éditeur vidéo. Et c'est là, j'ai vu ce film-là, je me suis dit, c'est pas possible. Ce que je viens de vivre là, j'ai besoin que d'autres le vivent et ça serait trop malheureux que le film finisse sur une plateforme dans 6 mois. Donc on achète le film, une bouchée de pain, une poignée de pain, pardon, parce que personne n'avait prévu de le sortir. On se dit, bon, maintenant on a ce film-là, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, effectivement, c'est un parcours du combattant qui commence, parce qu'effectivement, déjà, on est un tout petit distributeur, donc il faut convaincre les exploitants. Vis-à-vis du CNC, c'est des classifications, on a frôlé le moins de 18 sur The Sadness. On peut dire commercialement, là... C'est très compliqué, on s'est dit de toute façon, les exploitants vont dire qu'on est cinglé, la presse va dire qu'on est cinglé. On s'est dit, voilà, si on fait 10 000 entrées, c'est un miracle. Et finalement, il s'est passé un truc assez dingue, c'est-à-dire que la presse nous a
vachement bien accompagnés en fait. Ouais, la presse nous a vraiment hyper bien accompagnés. Les exploitants aussi, alors c'est très compliqué, mais ont compris. On est sorti sur 85 copies avec The Sadness, ce qui était hallucinant, enfin vraiment assez incroyable. Et puis on fait 50 000 entrées à la fin, quoi. Et vraiment, à notre niveau, nous, 50 000 entrées. Il faut contextualiser, c'est beaucoup. C'est beaucoup sur un marché où justement, tout le monde le dit, qui est plutôt morose en ce moment. Nous, on arrive avec nos petits films, on a un tout petit distributeur. Oui, The Sadness qui fait 50 000 entrées en France, c'est incroyable. Avec, encore une fois, une interdiction moins de 16 ans, qui est très respectée. On n'est pas comme aux États-Unis où si vous êtes avec un adulte, vous pouvez rentrer. Là, c'est moins de 16 ans, même si vous êtes avec votre père ou votre mère, vous ne rentrez pas. C'est la loi. Hein. Donc ça veut dire que ça casse notamment tous les groupes de jeunes qui vont au cinéma. S'il y en a un qui n'a pas 16 ans, il ne peut pas rentrer, donc on choisit un autre film. Et il faut savoir justement que pour toute une série de films qui ont 16 avertissements, notamment dans le domaine du film d'horreur, il y a de grands groupes de distribution qui disent non, j'ai pas envie d'exploitation, pardon, qui n'en veulent pas, qui ne veulent pas de tel ou tel public dans leur salle, faut le savoir. Tout à fait. Non, ouais, au niveau de la programmation, c'est un énorme combat, c'est un double combat parce que déjà on est un tout petit distributeur, donc on arrive de nulle part avec nos petits films archi-gore. Les exploitants, ils ont peur d'une chose, déjà, c'est des débordements. Et nous, l'expérience qu'on a eue sur The Sadness et Terrifier 2, ça dit aussi quelque chose de très intéressant sur le public amateur de gore. Et nous, qui nous fait énormément plaisir, c'est qu'en fait, c'est un public respectueux, cinéphile, passionné. Il n'y a pas eu un seul débordement sur The Sadness, sur Terrifier. Alors que nous, les exploitants nous disent, hein, on a peur, il y a le... Pardon, je regarde. Il y a... Parce qu'il y avait eu le cas Annabelle, qui avait fait beaucoup de bruit, c'est qu'Annabelle, il y avait eu beaucoup de débordements dans les salles de cinéma, les CGR avaient très très peur, ils employaient même des vigiles qui étaient à l'entrée de la salle en cas où il y a des débordements. Donc le grand argument c'était ça, et en fait on se rend compte que le public fan de gore, en fait, il est top, il va en salle, il est curieux, et voilà, il est ultra respectueux, donc aucun débordement, voilà, c'est un public cinéphile, passionné, et qui veut... qui nous demande, parce que nous, quand on fait plus de 60 000 entrées sur Terrifier 2, c'est qu'il y a un public qui est là, qui est demandeur et qui a envie de vivre ça. Et nous, c'est ça qu'on veut dire, c'est vraiment l'expérience. Ce public, vous le connaissez, c'est le public du festival de Gérardmer. Hein. Je veux dire, il suffit d'aller à l'espace lac et vous l'avez, le public. C'est un public qui va être en communion avec le film, qui va applaudir, qui va chanter avec le film, mais qui va à aucun moment, je n'ai jamais vu, en plusieurs décennies d'être à Gérardmer, j'ai jamais vu de choses qui se passaient mal dans la salle de projection. Quelques évanouissements à l'occasion. Oui, des gens qui... Ils avaient les yeux plus gros que le ventre, on dirait. Alors justement, vous avez évoqué le cas de Sadness qu'on avait vu l'année dernière. Bon, le cinéaste est canadien, on va dire, je tire retraite, un film asiatique. Justement, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué jusqu'alors. Philippe, qu'est-ce que le cinéma asiatique a apporté au genre gore et à partir de quelles années? Stéphanie ou Philippe? Allez, Stéphanie. Moi, je citerai tout de suite Audition de Takashi Miike, qui est l'exemple de film sérieux et mutant qui commence comme un mélodrame, qui se poursuit en comédie romantique et qui termine dans l'horreur absolue avec une scène d'amputation de pied au fil de boucher. Qui a marqué, en effet. Qui a marqué, non mais c'est vrai. Surtout au fil de boucher, c'est-à-dire que l'amputation, c'est plus crade que ce soit au fil de boucher que si c'était avec une machette. Il faut bien penser à ça. Mais en fait, le cinéma asiatique a une relation au sang qui est différente de la nôtre. Et donc c'est pour ça que moi, dans mon livre, à l'époque, j'avais préféré ne pas l'aborder, parce que d'une part, on n'avait pas accès à tous les films, et d'autre part, le sang, par exemple, dans le cinéma japonais, a des significations qui ne sont pas celles du cinéma occidental. Mais on a un exemple de séquence gore inouïe avant Herschel Gordon Lewis dans Sanjuro de Kurosawa, Akira Kurosawa, à cause d'un effet spécial qui a mal marché. C'est-à-dire qu'on est dans un duel de samouraï, un duel au sabre, et là il a prévu qu'il y a un petit peu de sang, une petite poche de sang, et en fait ça se passe très mal, et en fait il y a un énorme geyser de sang. Et du coup, ils sont tous épatés, les techniciens sont éclaboussés, et Kurosawa, Akira, hein, pas Kyoshi, le grand Akira Kurosawa, l'homme des 7 samouraïs et tout ça, de vivre, dire ah ben on va le garder. On va garder ce plan, et ce plan, vous pouvez le voir, hein, il y a un DVD qui, je suis sûr, est à vendre ici, qui est extraordinaire. On est stupéfait parce qu'on ne s'attend pas à ça dans ce genre de cinématographie. Et après, il y a eu ce qu'on a appelé la catégorie 3.
dans le cinéma de Hong Kong, qui est le cinéma ultra gore, ultra horrifique. Il y a eu des sous-séries où ça va très très loin, avec cette idée que on va essayer de faire comme si c'était vrai. C'est-à-dire que on est face à des films qui font le lien avec un truc qu'il y avait dans les années 60 que j'aimais pas beaucoup, qui était le film de Mondo. Dans le film de Mondo, il y avait un mélange. Par exemple, on allait dans des prisons sud-africaines où les gens étaient réellement exécutés, donc on filmait des vraies exécutions, et à côté de ça, on mettait un truc de gore. Alors, quand on voyait des séquences, on ne savait jamais si c'était du vrai, du faux, et du coup, il y avait les faces à la mort qui cartonnent en vidéo, ça paraît. Voilà, c'est ça, les faces à la mort. Je trouve que c'est un cinéma très malaisant, parce que justement, pas respectueux du pacte avec le public. Moi, c'est juste ce que je voulais dire sur la nouvelle vague du gore, en quelque sorte, par exemple, les 3 films dont on a parlé. Par exemple, sur Terrifier 2, ce qui est très amusant, c'est qu'on retrouve l'économie d'Herschel Gordon Lewis. C'est-à-dire qu'il fait son film avec Herschel Gordon Lewis. Quasiment forain, d'une certaine manière. Voilà, il fait son film avec $50 000, le Terrifier 1. Et du coup, il fait tout avec son producteur, qui est Phil Falcon. Il faut quand même le citer, parce que c'est comme David Friedman avec Herschel Gordon Lewis. À eux deux, ils font tout. Et le producteur, le metteur en scène, lui dit: tu vas m'aider à faire le sang et le truc. Il dit: non, moi je suis producteur. Écoute, on n'a pas d'argent, donc tout le monde fait corvée de vaisselle et corvée de sang, quoi. Il y a l'idée qu'on s'y met tous. Et il y a ce cinéma, si vous voyez Terrifier 1 par exemple, et ça vaut aussi pour les scènes gore de Terrifier 2, mais qui fait 2h20 et qui a donc des scènes narratives, qui est très généreux. Mais les scènes de gore, c'est tout d'un coup, on va s'appuyer en gros plan pour être presque dans la sidération de ce qu'on voit. Vous voyez, cette fille, on va l'éplucher, on va lui arracher la peau, mais comment c'est possible, et brûler encore à l'intérieur, et malaxer ses organes. Et du coup, la caméra est presque étonnée de filmer ce qu'elle voit. C'est quelque chose de très particulier qui s'était perdu dans le cinéma gore. Vous aviez, et par exemple, si vous regardez Wolf Hunting, Dieu sait que ça y va, mais il n'y a pas ce même côté presque malsain de la caméra à vouloir faire durer la scène, à vouloir étendre, où on est tellement en gros plan qu'on ne sait même plus ce qu'on voit. Comme dans certains pornos expérimentaux, la caméra est tellement collée à la chair qu'on ne voit plus quelle partie du corps il s'agit. Philippe, justement, on a évoqué le terme de générosité. S'il y a bien un pays asiatique, vous évoquez l'Asie, qui est généreux dans le domaine du gore, c'est bien la Corée, évidemment, qui a été maintes fois plébiscitée ici à Gérard May. Et donc, on aura le plaisir ce soir de voir ce petit bijou coréen qui est Project Wolf Hunting. Wolf Hunting, la nuit sans lendemain. Sans lendemain, SALG, jeu de mots. Alors, justement, qu'est-ce qui vous a fait pencher du bon côté et vous dire, celui-là, allez, on l'achète non seulement pour le marché vidéo, mais on le lance en salle. Qu'est-ce qui fait que ce film un peu particulier qui mélange plusieurs genres très populaires vous a semblé une expérience intéressante pour la salle? À nouveau, un peu la même chose que Samnès, c'est-à-dire vraiment quand je l'ai vu, c'est l'énergie, cette espèce de déchaînement d'énergie vraiment qui en fait, à nouveau, j'insiste là-dessus, c'est vraiment une expérience de cinéma, quoi. On en sort un peu, on s'est pris une petite décharge d'adrénaline, effectivement avec très très généreux en gore, par rapport au fait de participer, ce que vous disiez Philippe sur le tournage. Il faut savoir que sur le projet Wolf Hunting, donc il y a eu quand même 2,5 tonnes de faux sang utilisés. C'est un record, je crois. Je pense que c'est pas mal du tout. Il faut savoir que les acteurs, pareil, entre deux scènes, aidaient à nettoyer, parce qu'évidemment c'était compliqué sur le tournage de devoir nettoyer renettoyer chaque scène. Donc voilà, il y avait... c'est ce côté ultra généreux en fait qu'on a trouvé hyper fun. C'est effectivement un film coréen qui mélange plein de genres. On est entre les ailes de l'enfer, entre Predator, il y a énormément de choses. C'est très fun. Et nous, ce qu'on dit à chaque fois, que ce soit The Sadness, Terrifier 2, projet Wolf Hunting, dans tous les cas, il y a des gens qui adorent les films, des gens qui n'aiment pas. Ce qui est sûr, c'est que, et ça je mets quiconque au défi, si vous allez voir ces films en salle, dans 10 ans, vous vous souviendrez que vous les avez vus au cinéma. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Il y a des films, parfois, 10 ans après, on dit oui, je l'avais vu, mais ces films-là, il se passe quelque chose dans la salle de ciné, il y a une énergie qui se crée, et voilà, c'est génial. C'est ça qu'on veut. Quelque chose me dit que ce soir, l'ambiance va être
Et non. On est plusieurs à l'avoir vu, je pense, ici. Ça devrait être quelque chose, donc voilà, s'il reste encore quelques places, je crois que vous pouvez dire, ça vaut vraiment le coup. Enfin, on est tous d'accord pour recommander cette expérience d'un genre un peu... Et en salle... Et c'est très important la salle, parce que le rapport, c'est comme avec tous les films, le rapport que vous avez à l'image n'est pas le même. Alors vous allez me dire, mais nous on a des super home cinéma, machin truc. Ok, mais vous êtes chez vous, dans votre espace domestique. Là, et là, vous êtes avec des inconnus dans une salle qui n'est pas chez vous. Il n'y a pas les gamins qui vont vous demander quelque chose, vous n'allez pas vous lever pour aller au frigo boire une bière, vous restez là ou vous partez. C'est tout. Il n'y a que deux solutions et vous êtes avec ces inconnus à partager ce moment, et ça c'est quelque chose de très particulier, c'est particulièrement immersif, et le Gore a toujours quelque chose de festif. Évidemment, ce sera une très belle nuit. Hein. Oh oui, je pense, en tout cas. Mais je pense que c'est quand même étonnant qu'on ait ces films qui ressortent en salle. En fait, le Gore n'est jamais mort. Il y avait des films qui allaient directement sur les plateformes ou en vidéo. Mais là, les films sortent en salle. Aux États-Unis, je parle sous votre contrôle, mais le premier Terrifier ou le 2, ils ont vraiment cartonné en salle. J'ai l'impression que le 2, c'était énorme. Je pense que... D'accord. Et ce qui se passe, c'est que je pense qu'avec la pandémie, avec les guerres, la situation qui est très complexe, on a envie un petit peu de vivre une expérience comme à la fête foraine, de vivre tous ensemble quelque chose qui défie l'imagination et puis qui provoque des sensations. C'est comme un tour de Grand 8, quoi. Et Project Wolf Hunting, c'est vraiment ça, quoi. Mais le Gore aussi, bon, on aurait pu parler du cas des séries télé, mais vous l'avez brièvement évoqué, Marc, avec Walking Dead, mais il y a aussi un registre audiovisuel où il est important, où il y a un rapport très particulier au Gore, c'est le jeu vidéo, bien sûr, et aujourd'hui, lequel a des conséquences sur le cinéma, parce que en chaque spectateur, il y a une partie spectateur, il y a un gamer qui sommeille. Là, j'ouvre un débat. Il y avait quand même ce jeu qui était très célèbre, alors je sais plus si, je crois que c'était dans les années 2000, qui s'appelait Carmageddon, et le but c'était d'écraser le plus de piétons possible au volant d'une voiture, qui a fait polémique évidemment, je ne sais plus s'il a été interdit, ça s'appelait quand même Carmageddon, et il fallait écraser les piétons. Donc là aussi avec des effets visuels, mais effectivement tous les jeux de guerre, il y a cette mise en scène qui a été reprise ensuite par la suite dans les films. L'utilisation de l'équivalent de la caméra subjective. Exactement. Ces procédés qui sont utilisés. Exactement. Marc. Moi, je peux moins en parler parce que je suis pas vraiment un spécialiste du jeu vidéo, mais c'est vrai qu'il y a eu un nombre incalculable de jeux vidéo avec des zombies où tu exploses la tête des zombies, où les zombies sautent sur toi, ils te ventrent, etc. Et ça a contaminé. Donc le cinéma a contaminé le jeu vidéo, et je pense qu'aussi le jeu vidéo contamine le cinéma à son tour. C'est là où je veux arriver, évidemment. Alors bon, il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités, en sachant que les réponses de Philippe Rouillet sont